Je vous demande donc d'accueillir Martine, docteur Martine Valadier-Janel. Waouh! Je m'en vais, hein? Je crois que c'est avec toi. Mais c'est avec moi. Mais je comprends pas, ça va très très vite cette journée. On est déjà, j'ai l'impression qu'on est à l'heure de la fin. Je crois que je me suis totalement trompée dans... Oui, c'est bon. Ah. Bon, écoutez, bravo pour cette présentation en live. On se retrouve donc là autour d'un entretien et je vous remercie encore beaucoup d'avoir accepté cette invitation de la Coréade. Donc peut-être que, bon, vous avez déjà présenté beaucoup de choses, je fais peut-être une petite reformulation de synthèse pour vous présenter. Rose, auteure, compositrice, interprète. Donc connue du grand public pour un premier single, La Liste, qui a donné lieu à un album éponyme qui s'appelle donc La Liste aussi, en 2006. Tout cela a été suivi d'une série de concerts à l'Olympia, au Zénith, vous me dites si je dis des bêtises, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de concerts. Vous avez sillonné la France et enregistré un second album, Les Souvenirs sous ma frange. En 2009, suivi d'autres albums encore et de textes écrits pour de nombreux artistes, parce que vous êtes donc aussi compositrice et vous avez écrit pour de nombreux artistes connus. Vous aurez peut-être l'occasion d'en parler dans cette journée, puisque vous les avez aussi rencontrés dans vos podcasts. Vous avez eu donc un parcours très intéressant, qui a d'ailleurs abouti à une reconnaissance, le Globe de Cristal de la meilleure interprétatrice de chansons féminines, ce qui est quand même une distinction importante en 2008. Et puis en 2019, vous présentez ce projet Kérosène. Vous avez dit 2 mots tout à l'heure. Alors Kérosène, c'est 2 supports, c'est à la fois un livre et un album. Un livre et un album qui se répondent d'ailleurs, et que vous pourrez découvrir après cette rencontre dans le temps de pause de la matinée, puisque le stand Mola donc, sera sur place dans le hall et donc présentera ces différents ouvrages, Contradiction, Kérosène et aussi Les Montagnes Roses. Kérosène, ça a été aussi l'occasion pour la première fois d'aborder effectivement votre addiction à la cocaïne et à l'alcool, dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Et suivi, alors Les Montagnes Roses, vous racontez aussi votre combat contre le cancer du sein. Donc un parcours qui a été mouvementé, émaillé d'épreuves que vous avez dû surmonter et dans lesquelles vous avez fourni un travail finalement très créateur, puisque à cela vous avez répondu par la création d'albums, de chansons, de livres, de podcasts. Donc cette démarche créative est très intéressante et je crois qu'au cœur du processus addictif, c'est intéressant de l'interroger aussi aujourd'hui. Donc est paru Contradiction en 2022. Alors Contradiction, vous allez aussi le retrouver tout à l'heure, je fais comme dans les présentations. Contradiction, vous le retrouverez tout à l'heure au stand de la librairie. Donc, Contradiction, et c'est un peu le titre de cette rencontre toutes les deux ce matin, l'addiction à ces contradictions que la volonté ignore. Alors, un sujet intéressant. Quand j'ai lu ça la première fois, j'ai dit « Ouh là là !» C'est à la fois une approche multiple, puisque l'addiction à ces contradictions que la volonté ignore, on a une approche philosophique, on a une approche psychologique, on a une approche des neurosciences aussi, qui sont là derrière, et même une approche anthropologique. J'ai fait tous ces masters, oui. Voilà. Et tous ces masters étant... Il faut un minimum pour écrire ce livre, il fallait au moins ça. On peut quand même, dans Contradiction, avoir des lancés sur tous ces sujets-là et ces approches-là. En tout cas, le sujet des addictions, revu,
à l'aune de ces différentes disciplines. Et c'est très, très intéressant, en particulier aussi votre travail autour de Spinoza. On en reparlera peut-être tout à l'heure. J'ai rencontré lui aussi. Oui. J'ai eu cette chance de rencontrer Baruch Spinoza. Oui, par exemple. C'est l'épisode 33 donc, du podcast Contradiction. Oui, Ovide aussi, peut-être. Non, mais j'ai interviewé beaucoup de philosophes pour parler de Spinoza, c'est vrai, parce que c'est le philosophe du désir et de la joie et de comment, justement, placer son désir ailleurs que dans la destruction. Donc oui, c'est quand même hyper important. La philosophie est très importante dans mon rétablissement et dans cet ouvrage et dans tout en général. Oui, tout à fait. Pardon, je crois que c'est très intéressant. Là. C'est pour le coup, on sent un travail, je dirais, pédagogique derrière, hein, un travail de père aidant sûrement, puisque vous prenez la parole et vous engagez dans ce travail en tant que consommatrice, mais aussi c'est assez poussé, c'est très intéressant. Et donc voilà, avec tout un travail d'échange décomplexé, avec des interlocuteurs addicts, ex-addicts, et on travaille dans vos podcasts de rencontres de thérapeutes, d'artistes, d'auteurs. Alors la première remarque, j'ai envie de dire, quel parcours, quelle odyssée, que d'expérimentation, avant ce que l'on pourrait appeler peut-être... Dans les Odyssées, l'Odyssée n'est qu'un voyage pour revenir chez soi. Ah ben, on va en parler parce que voilà. parce qu'on en a parlé de tout ce que j'ai fait, mais aujourd'hui je suis en train d'écrire. Enfin, il y aura un livre qui va sortir avec un spectacle et un album pour la rentrée qui s'appelle Rose Movie et qui est une Odyssée, qui est un voyage vers soi. Oui, voilà. Tout à fait. Donc c'est exactement ça, c'est l'Odyssée, c'est de partir en quête de quelque chose, souvent on ne sait pas quoi, c'est comme ça qu'on se retrouve à aller dans les addictions souvent, puisque c'est une quête spirituelle qui n'a pas les bons outils, on va dire, mais c'est quand même un chemin, c'est le bien qui prend les mauvais chemins, on va dire, oui. L'addiction, hein. On a besoin de plus, on va chercher quelque chose, et puis dans cette quête-là, on se perd, et puis on se retrouve. Je vous le fais en cours parce que le spectacle dure 6h20. Oui. Ce sera le 13 octobre au Théâtre de l'Atelier. Oui. Et je serai aussi au Haillon l'année prochaine. Apparemment, c'est pas très loin de la Nouvelle-Aquitaine. Oui, donc voilà. Alors, voilà, c'est pour ça. Je trouvais particulièrement pertinent de parler. C'est fou de parler d'Odyssée. Bah, vraiment, bravo. Le mot Odyssée, c'était bien. Voilà, Ulysse ne voyage que pour revenir chez lui. Et l'addict, finalement, fait ce parcours pour revenir sur soi. Mais surtout, Ulysse aussi travaille sur lui pendant toute cette Odyssée. Ça veut dire que c'est plus le même homme. C'est ça qui est fou aussi. Ouais. Voilà. Donc je trouve cette démarche. On va pas parler démarche. Mythologie forcément non plus, mais je vous laisse. En tout cas, une démarche passionnante d'écrire. Et aussi le choix que vous avez fait d'écrire pour d'autres, qui est une démarche généreuse. Et comment votre parcours aussi... Alors voilà, donc une première question, parce que c'est un interview. Ah pardon, parce que ça fait des interférences. Parce que c'est mieux, j'aime bien. Vous mettez bien devant la bouche parce que c'est mieux. Bon, j'essaie de bouger moins pour avoir moins d'interférences. Une première question, alors... la rencontre avec l'alcool, la cocaïne, est-ce qu'elle est quelque part inhérente au milieu artistique ? Alors non, pas du tout. Franchement, pas du tout. Déjà, puisqu'on est ici avec, pour parler aussi de tabac, la cigarette est d'abord là bien avant, parce que l'interdit, c'est quelque chose que les addicts, les dépendants, de toute façon, connaissent très tôt. Et je pense que c'est pas tout le monde qui fume sa première cigarette à 14 ans et qui, en plus, continue de fumer jusqu'à 46. Il y a déjà quelque chose bien avant d'être rose. Et donc moi j'ai beaucoup aimé la nuit, les soirées, la musique. Donc j'habitais Nice et c'était des bars de live music et donc on buvait énormément. Et c'était cette époque-là, dans les années 90, où on buvait des shots, des dizaines de shots comme ça. Et puis voilà, ça a été très rapide. La cocaïne, elle est arrivée bien plus tard dans ma vie, mais pas non plus par le biais du spectacle, entre guillemets. Je l'ai découverte, j'avais 27 ans, donc je commençais vraiment à tourner, à faire ma tournée. Et en fait, comme je buvais énormément,
et que j'aimais pas être saoule, en fait. C'est ça le pire, c'est qu'en fait, c'était douloureux pour moi. J'ai découvert la cocaïne comme un produit magique qui, en fait, permettait de continuer la soirée ad vitam aeternam, quoi. Donc moi, en fait, mon but, il y a des gens, chaque drogue dit quelque chose de celui qui la consomme. Moi, je sais que ce que je voulais, c'était être là tout le temps, ne rien rater. Je cherchais l'enthousiasme aussi beaucoup, qui pouvait me manquer dans la vie de tous les jours. Et dans la tournée, à un moment donné, moi j'ai eu un succès donc assez phénoménal et très 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 rapide en 2006. Et évidemment, les gens vous utilisent les médias extrêmement jusqu'à presser le truc jusqu'à qu'il en reste plus rien. Donc forcément. Ça n'a pas aidé. Le milieu et le métier n'a pas aidé parce qu'il faut toujours avoir l'air en forme, toujours avoir l'air content d'être là, toujours. Il y a quelque chose qui fait que si vous dites que vous allez mal, on vous dit oh, ça va, t'as tout ce qu'il faut, viens pas te plaindre, t'as la belle vie. Et en fait, c'est faux. C'est vraiment faux. Voilà. Donc ça, c'est sûr que ça a quand même exacerbé. À partir de 2009, c'était pour moi, ça allait avec, quoi. Il y avait l'alcool et la drogue avant un concert, après un concert, ça allait avec. Donc dans ce que vous dites, donc cette rencontre finalement avec les produits, quelle fonction vous lui donniez, hein, enfin, on part dans ce que vous dites là, il y a un peu une fonction de béquille, mais peut-être aussi une fonction de plaisir. Est-ce qu'il y avait aussi une fonction de recherche de créativité ? Enfin, moi, je suis un peu plus âgée, vous l'avez remarqué, mais dans les années 70, c'était assez mythique un peu, hein, la drogue. Enfin, les consommations étaient associées à une espèce de potentiel, de génie musical. Oui, mais c'était d'autres drogues quand même. Oui. On était quand même plus sur les psychédéliques, on était sur le LSD, on est même beaucoup le cannabis, mais enfin... Moi, ça n'a jamais été ça, ma drogue. Vraiment, c'était pas pour partir dans des délires et pour... disons que ça m'a... Je l'ai associé à la créativité, évidemment, parce qu'en fait, je manquais d'enthousiasme dans tout dans ma vie, mais je ne le savais pas à ce moment-là. Je pensais juste que ça me donnait de la force, du courage, de l'envie, de la concentration aussi. J'ai appris plus tard que j'avais un trouble de la concentration, donc de l'attention, mais comme à peu près 95% des gens qui utilisent des smartphones, donc de toute façon il n'y a rien de nouveau sur Terre, mais en tout cas je me rends compte aujourd'hui que ça me permettait de travailler pendant 5 heures d'affilée sans me poser de questions, alors que on va dire que sans la drogue, sans la cigarette, l'alcool, tout ça était vraiment, ça va, pour moi c'est ensemble, cigarette, alcool, cocaïne, c'est très 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 lié. Une cigarette appelle l'alcool, l'alcool appelle la cigarette. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, arrêter de fumer, pour moi, est essentiel parce que c'est énormément lié à tout le reste et qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour moi. Quand je fume une cigarette, ça ne va pas. Ça me rappelle trop à ça. Mais en tout cas, à ce moment-là, c'était ces 3 produits-là qui me donnaient l'impression que j'étais dans une phase de création et que j'allais travailler. Et je le faisais du coup, mais en fait, c'est juste de l'auto-persuasion aussi. Et c'est surtout un manque de confiance terrible qui est de croire qu'on va arriver à rien sans ça. J'entends là ce que vous dites et je me dis effectivement aussi, il y a une certaine importance dans votre ouvrage que vous donnez... finalement aux stimuli, à tout ce qui peut être le stress, les affects négatifs, le fait d'être dans des moments difficiles. Est-ce que tout cela s'associe et comment à une consommation de substances et comment vous avez senti ces stimuli négatifs, ce que les addictologues appellent un peu les cues. Est-ce que vous avez appris à les repérer et à repérer aussi à gérer aussi votre craving, c'est-à-dire votre envie de consommer, malgré donc, si on revient à Spinoza ou à Ovid, c'est-à-dire que je sais ce qui est bien, je sais ce qui est bon pour moi. D'un côté, on a les TCC, de l'autre côté, on a Spinoza. C'est vrai que c'est pas la même chose. J'avoue que je suis une très mauvaise élève, donc j'ai toujours été une très mauvaise élève. J'ai une addictologue qui était donc une thérapeute thérapie cognitive et comportementale, ça, le TCC. Donc évidemment qu'on a essayé de voir aussi à quel moment les cravings se déclenchaient, pourquoi, comment, par quoi je pouvais les remplacer, les jours... Moi, tout ça, je l'ai fait pendant 1 an ou 2, ça m'a permis d'arrêter souvent, de reprendre, et puis surtout il y avait ce côté un petit peu... moi j'appelle ça
permissive de ces thérapies-là, dans le sens où elle voulait aussi arriver à la modération. Moi, c'est bon. Moi, j'ai bon. Moi, ça va. On voulait arriver à la modération, et en fait, la modération n'était pas possible pour une alcoolique cocaïnomane. Donc, comme ça. Pardon. Voilà. Et donc, ces thérapies-là, finalement, m'ont aidé énormément pour débuter, pour commencer le chemin. Mais c'est pas ça qui m'a sauvée, parce que moi, il fallait que je sois sobre. Il fallait pas que je comprenne comment consommer, en fait. C'était pas possible d'apprendre à consommer. Je ne peux pas consommer, puisque si je prends un verre, pour 5 minutes de plaisir, je vais vivre 5000 minutes d'enfer. Parce que ça va sûrement finir à midi, et ça va sûrement finir avec 3 paquets de clopes, avec 2 bouteilles de je sais pas quoi. Donc c'était bien sympa de dire, repère là, ce craving, là, à ce moment-là, tu vas voir si tu bois que un demi-verre. Non, en fait, non, pas du tout. En revanche, moi, le chemin, il a été très long, et il est encore long, parce que j'ai des rechutes aussi. Enfin, j'appelle pas ça des rechutes, mais j'ai des moments où en fait, j'appelle ça, je vais vérifier, voir si je peux boire un verre. Et spoiler, non, toujours pas. Et bien, mon parcours, il est long, parce qu'en fait, le but n'est pas de comprendre vraiment. J'ai compris ça aussi dans les narcotiques anonymes et les alcooliques anonymes. C'est pas le pourquoi qui compte, c'est le comment. Et comment s'en sortir, comment trouver autre chose, en fait. Et c'est long, c'est beaucoup plus long, je pense, que d'autres chemins. Mais en tout cas, on apprend finalement à ne plus avoir besoin ni envie de consommer, sans savoir ni pourquoi ni comment on consommait avant. On apprend aussi à avoir juste du désir pour autre chose, de trouver un autre mode de vie qui est tellement satisfaisant et tellement jouissif, et je touche des highs de sobriété parfois tellement forts que j'ai plus envie. C'est pour ça que souvent tous les membres des AA et des NA arrêtent de fumer. Des mecs qui avaient 2 ans avant une piqûre dans le bras, quoi. Qui se piquaient à l'héroïne, arrête de fumer, alors que tu as envie de dire, mec, c'est bon, ça y est, t'as arrêté l'héroïne, tu peux fumer. Eh ben non, parce qu'en fait, on atteint quelque chose qui est de l'ordre, je suis libre et je veux rester libre, et je ne veux plus, en fait, ce que vous disiez tout à l'heure, docteur Benoît Fleury. Je vous fais la même chose que quand vous m'avez présenté, je suis en train de me moucher pareil. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on est des victimes. Et ça, d'apprendre ça à un moment donné, qu'on est des victimes, que ce soit celui qui fume, celui qui boit de l'alcool, on est des victimes déjà de cet énorme marché, des lobbies et de tout ça, mais surtout de notre maladie de la dépendance, quoi. Donc il n'y a plus à culpabiliser. Déjà, quand on sort de la culpabilité, on avance énormément, hein. On avance déjà beaucoup, effectivement, et c'est dans les prises en charge actuelles, c'est vrai que c'est quand même ce qui est beaucoup recherché, c'est de déculpabiliser, d'avoir une attitude empathique, hein, d'être plutôt dans l'écoute, le renforcement des compétences des personnes, plutôt que dans le jugement et la moralisation. Et donc, dans le repérage précoce, dans tout ce qui est entretien motivationnel, c'est ce qui va être recherché le plus possible par les thérapeutes. Et ce qui est intéressant dans ce que vous dites aussi, c'est il y a un moment, alors un moment ou des moments, il y a un moment où il y a comme une inversion. Est-ce que c'est les résultats d'un travail accompagné, d'un travail sur un peu la balance décisionnelle entre ce que je fais? Est-ce que c'est des événements clés de votre vie? Est-ce que c'est... quels ont été finalement les événements déclics? Est-ce qu'il y a eu des événements déclics? Est-ce que vous pouvez parler de leur rôle? Enfin voilà, de leur dire quelques mots. Mais on sait tous que le problème du déclic, c'est qu'il ne dure pas dans le temps. C'est ce problème de volonté où on se dit... Je ne comprends pas pourquoi j'avais ce déclic, j'avais cette volonté-là, et là, je ne sais plus pourquoi j'ai arrêté, et du coup, je reprends. Bon, ça arrive souvent. Le déclic, le premier, ça a été en 2017, quand j'ai décidé d'arrêter de boire, parce que avant ça, comme j'expliquais, je voulais arrêter la cocaïne, et donc j'avais cru qu'on pouvait continuer à boire, et donc ça a mis beaucoup de temps à comprendre que ce n'était pas possible. Et donc en 2017, c'est l'amour. Et c'est souvent, le déclencheur, c'est l'amour. Mais l'amour d'un enfant, vous avez parlé de votre 3e fille. Je vais vous parler à chaque fois que vous mouchez, de toute façon. Hein. Je vais vous parler... Non, mais c'est-à-dire, on parle d'un enfant, on parle de l'amour de sa femme, de quelqu'un, d'un ami, de quelqu'un qui vous aide, qui vous tend la main, l'amour de soi aussi. À un moment donné, on ne peut plus supporter de se faire autant de mal. Donc l'amour est très important. Moi, c'était l'amour d'un homme. Je rencontre quelqu'un qui me dit qu'il n'en peut plus.
Je vous la fais très brève, hein, parce que c'est vraiment après une soirée qui mériterait vraiment de faire un film juste sur cette soirée-là. Eh bien, j'ai dit non, mais je vais tout arrêter. Oui, c'est ça. J'ai tout arrêté pendant 3 ans et demi. J'ai écrit Kérosène, j'ai fait cet album. Et puis le Covid est arrivé. On n'a pas pu faire la tournée, donc c'est pas des excuses, hein, mais et puis là. Enfermement, je me dis, ça fait 3 ans et demi que j'ai pas bu, que j'ai pas pris de cocaïne, ça veut dire que je suis guérie, donc je vais reprendre un verre comme tout le monde. On fait l'apéro pendant le confinement, on est content puisqu'on n'a que ça. Hein. Mais à ce moment-là, moi, j'ai que ça dans ma vie. C'est pour ça que je vous dis que les déclics, c'est important de se dire, mais tant que j'aurai que ça dans ma vie, en fait, je vais y retourner parce que je vois pas qu'est-ce qui est mieux que ça, que l'apéro, en fait. Donc à ce moment-là, je rechute. C'est un déclic à nouveau de me dire, je peux pas y arriver toute seule, je n'y arrive plus. Donc, je trouve sur Internet, pendant le confinement, des réunions Zoom de narcotiques anonymes. Donc ça, c'est mon deuxième déclic qui a été d'introduire de la spiritualité dans mon rétablissement. La spiritualité, c'est juste d'avoir une force plus forte que celle qui était de vous détruire, en fait, parce qu'on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler ce que vous voulez, mais à la base, quand vous passez votre vie à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, vous avez bien une force, une puissance négative qui vous pousse à vous détruire. On va dire, même quand on fume et qu'on sait, vous êtes médecin, vous savez ce que ça vous fait, vous continuez de fumer, vous dites c'est une force diabolique en fait. Et ben il y a une force qui est l'inverse de cette force diabolique, qui peut vous aider, qui est plus forte que tout. Et donc ça c'est un deuxième déclic pour moi, la spiritualité, notamment même les psychédéliques aussi. L'usage de plantes psychédéliques, pour moi, je pense que c'est l'avenir. Je ne sais pas si on n'en parle pas dans ce colloque, mais c'est important de savoir qu'on guérit beaucoup grâce à la psilocybine, à la mescaline. Enfin voilà, moi ça a été un autre déclic. Vous abordez effectivement dans Contradiction. J'en parle aussi vous en parlez un petit peu. Ce livre, vraiment, c'est des pratiques donc, expérimentales, en tout cas, effectivement, des expérimentations qui ont eu lieu. Bon, voilà, vous me parlez des déclics, voilà, les maladies, les épreuves, tout ça. Moi, je prends ça comme des cadeaux. Il y a des déclics, il y a les rechutes, et la rechute cadeau. Signe bien aussi. La rechute, c'est ce qui signe la maladie addictive. Exactement, et ça, c'est juste. S'il n'y a pas de rechute, c'est qu'il n'y a pas d'addiction. Exactement. Exactement. C'est-à-dire avant, c'était le mode rechute et très très violent, et en fait après c'est devenu, c'est le signe de ta maladie, c'est un signal. Ça veut dire que tu ne fais pas encore tout ce qu'il faut et continue sur le chemin, quoi. Et de ce fait, donc vous avez abordé quelque part votre recours aux soins, au groupe Narcotiques Anonymes. Vous avez eu des démarches à la fois collectives, individuelles aussi, je suppose. Vous avez est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur votre rencontre du système de soins ? Oui. Est-ce que vous avez rencontré des acteurs de XAPA, hospitaliers ? Enfin, quelques mots sur votre parcours de soins ? Non, c'est assez triste, on ne m'a pas dirigée. En fait, j'ai appris qu'il y avait des XAPA et des CARUD, quand je suis arrivée au Narcotiques Anonymes, parce que tout le monde y allait. Et j'ai trouvé ça génial, parce que des gens allaient arrêter de fumer avec l'auriculothérapie. Enfin, gratuitement, j'ai trouvé ça incroyable. Et donc, moi, à ce moment-là, j'ai eu la chance d'être suivie dans un parcours holistique d'après-cancer, qui s'appelle l'Institut Raphaël à Paris. Et donc, c'est un endroit où il y a tout ça. Et donc, comme j'étais là-dedans prise en charge, j'ai pas été dans les carudes, mais j'ai fait tout ce qui était hypnose. J'ai été touchée à tout ça et ça m'a fait énormément de bien. La sophrologie. Alors, j'ai une chance aussi folle, c'est que j'ai découvert le yoga et la méditation il y a 15 ans, et que au moment où j'ai décidé de me rétablir, c'est rentré dans ma vie puissance 10 000. Et donc, en fait, pour moi, c'est la base de mon rétablissement, c'est le yoga, l'ayurveda, l'hypnose, la méditation, l'auto-hypnose beaucoup, voilà. Mais et sinon, dans le parcours de soins, malheureusement, moi j'ai été souvent, j'ai été 2 fois pas en cure du tout, parce que déjà, voilà, pour vous dire, ils n'étaient pas du tout au point, les hôpitaux psychiatriques. En fait, moi j'étais à Sainte-Anne, par exemple, pour dépression lourde. Voire tentative de suicide. On m'a pas parlé addiction, on m'a pas demandé ce que je consommais, on m'a pas demandé. C'était pas le problème, quoi. Et moi, j'étais tellement paumée que j'en parlais pas non plus. Donc j'ai pas un très bon. J'ai pas eu une très bonne expérience, en fait, moi, des milieux hospitaliers, tout ça. J'ai un psychologue addictologue, en revanche, qui me suit depuis très longtemps, et heureusement, voilà. Donc là aussi, un parcours de soins peut-être difficile.
Ouais. Mais varié aussi. J'ai changé tout le temps, oui. Puisque vous avez aussi, vous abordez dans Contradiction, effectivement, vous abordez aussi des prises en charge alternatives, comme vous dites, vous abordez tout ce qui est sophrologie. On aura d'ailleurs un petit atelier, on a un stand sophrologie tout à l'heure pendant la pause. Vous abordez aussi la méditation en pleine conscience. Vous abordez effectivement beaucoup de techniques, hypnose. Et donc c'est aussi intéressant d'avoir votre point de vue sur ces pratiques alternatives. Alors, est-ce que vous abordez la musicothérapie? Je ne sais pas, mais est-ce que sur le plan de la musicothérapie, est-ce qu'on pourrait vous demander peut-être un petit couplet en cette fin d'interview, de nous chanter, faire une petite musicothérapie pour la salle qui est toute attentive sur... oui, alors je ne sais pas si ça va vous aider à guérir de quoi que ce soit. Est-ce que vous êtes d'accord pour nous chanter un petit couplet? Alors écoutez, ce qui est assez drôle, c'est que la liste, donc cette chanson que tout le monde connaît, n'est-ce pas? Je sens que c'est pas le cas, donc ça va pas être un problème pour vous. Ce qui se passe, c'est que j'ai changé les paroles de cette chanson pour le bien déjà pour ma santé mentale, parce que c'est quand même une chanson de dépendance affective, faut pas l'oublier. C'est quand même une chanson qui dit sans toi je vais crever et sans toi je ne suis rien et je ne suis bonne qu'à ça. J'ai passé 20 ans à penser ça. Aujourd'hui, quand j'écris ce spectacle Rose Movie, qui est un chemin vers soi, je pouvais pas chanter la liste telle qu'elle était, et donc j'ai changé les paroles. C'est ma nouvelle liste. Et je préfère vous chanter ces paroles-là, c'est plus simple. Merci beaucoup. Voilà, donc ça donne ça aujourd'hui, ça donne aller vers la lumière, repeindre ma vie en vert, balancer la vodka, croire toujours plus en moi, remettre un décolleté sur mon sein, rescapé, apprendre à accepter. Pleurer pour un rien, mais rire de mes chagrins. Ne plus faire semblant, conjuguer au présent. Fumer un peu moins, plus remettre à demain, me donner les moyens. Ouvrir grand les fenêtres, m'aimer de tout mon être. Je ne suis bonne qu'à ça. Est-ce que ça vous déçoit? Y a rien de plus beau à faire qu'un bout de chemin sur cette terre. Mais c'est la liste des choses que je veux faire avec moi.